Bienvenue sur ce Do News de juin 2022. On va voir comment exploser entièrement votre compte AWS. On va voir comment prédire le futur de Kubernetes. On va voir comment développer directement dans le cloud. Enfin bref, on va voir plein de choses. Donc c'est parti pour 5 actus. Let's go! On commence tout de suite avec AWS Nuke. Donc Nuke, ça vient de nucléaire. C'est un repository dont le but est de détruire la totalité de votre compte AWS. En fait, il faut comprendre qu'il y a une des façons de tester quand on développe une infrastructure, quand on développe des produits ou des solutions IT, qui est le chaos testing. Le chaos testing, qu'est-ce que c'est? C'est arriver et dire qu'est-ce qui se passe si je pète ça? Qu'est-ce qui se passe si je déclenche ce bouton-là ou je supprime ce truc? Parce qu'on part du principe que ça va forcément arriver un jour. Il y a forcément un jour où notre serveur il va cracher, il y a forcément un jour où le disque dur il va planter, il y a forcément un jour où on va se retrouver à perdre une ressource qu'on pensait immuable dans le temps et impossible à détruire. Et le but du chaos testing, c'est en fait de le faire soi-même pour pouvoir améliorer la résistance au crash en regardant l'impact de détruire quelque chose. Et AWS Nuke est là exactement pour ça. En fait, il va arriver, c'est un truc assez simple, qui va détruire la totalité de votre compte AWS. La question que vous pouvez avoir, c'est comment vous allez réagir dans ce cas-là? Combien de temps vous allez mettre à recréer la totalité de l'infrastructure? Et ça peut être super intéressant, évidemment. Faites pas ça sur votre compte de prod, faites ça sur un compte de test dans un premier temps, regardez comment ça marche, etc. Mais il y a des gens qui le font en prod. Netflix, par exemple, ils ont Chaos Monkey. Chaos Monkey, c'est un robot qui va éteindre des machines automatiquement pour essayer de voir comment ça réagit. Et ils le font en prod. Parce que ce qui leur intéresse de savoir, c'est comment réagit la plateforme de prod, pas la plateforme de staging ou la plateforme de pré-prod ou la plateforme de dev. Non, on veut savoir comment réagit la plateforme de prod. Du coup, c'est intéressant de le faire en prod. Ça n'empêche que vous êtes sûrement pas Netflix et que c'est déjà une bonne idée d'essayer de faire du chaos testing avec ce genre d'outils. Par contre, ça va un petit peu loin. Il y a quelqu'un de la communauté qui m'a fait remonter, parce qu'apparemment, il l'a déjà testé sur le Discord. Vous trouvez le lien en commentaire si vous voulez. Il fallait absolument mettre en exception le rôle de l'organisation, la policy et l'attachement de cette policy. Voilà, parce que sinon, en fait, vous perdez l'accès au compte si vous gérez ce compte-là depuis un compte maître. Ça supprime tout, donc du coup, ça peut être intéressant à tester chez vous. Justement, on va continuer un peu dans cette même idée-là. On va voir un outil qui s'appelle Blast Radius. Son idée, c'est de savoir le rayon d'explosion. Qu'est-ce qui se passe quand on explose quelque chose? Quel est le rayon d'explosion? Qu'est-ce qui va être détruit par la suite? Qu'est-ce qui va découler de ça? Du coup, vous pouvez installer Blast Radius avec Pip ou en buildant directement depuis les ressources. Et après, vous pouvez le connecter à un directory Terraform. Il analyse toutes les ressources et vous fait un petit schéma. Il y a quelques exemples à l'intérieur du repository et ça vous fait un petit schéma pour voir les impacts des éléments. Donc du coup, vous savez que si jamais vous perdez le LB, l'Elastic Load Balancer, qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui va être impacté? Il va y avoir les security groups, les instances AWS liées, etc. Blast Radius couvre pas seulement AWS, il couvre aussi Google, donc GCP et Azure. Donc voilà, donc vous pouvez voir des schémas beaucoup plus compliqués où vous allez voir les interactions entre les différents éléments et différentes ressources. Donc c'est parti pour la troisième news. La troisième news, c'est de l'IA qui est censée prévoir l'autoscaling de Kubernetes. Donc pour rappel, Kubernetes, ça gère des nodes. Je vous renvoie à ma vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, qui essaie d'expliquer un petit peu à quoi sert Kube et pourquoi on a eu besoin de le créer. Ça s'affiche juste là-haut dans une petite fiche. Et on a besoin de scaler. Donc scaler, c'est monter en charge, c'est-à-dire appeler plus de serveurs pour avoir plus de puissance, pour pouvoir répondre à la demande. Si vous avez un utilisateur, un seul serveur suffira. Si vous en avez 2 millions, il va vous falloir 10, 15, 20 serveurs, en fonction de ce que vous faites comme outil. Et donc, la question, c'est quand est-ce qu'on scale? Donc si on le sait avant, on peut faire du prescaling. Donc si on sait que à 20h il y a un match de foot, du coup on peut faire un prescaling. Sinon on le sait pas. Donc du coup c'est un peu dur de scaler. Il y a PredictCube donc qui a développé une sorte d'intelligence artificielle. On lui donne des métriques, il analyse une semaine un minimum, il me semble qu'il faut lui donner une semaine minimum de métriques. Il essaie d'analyser les pics, à quel moment vous allez avoir besoin dans la semaine de scaler en fonction du passé. Donc plus il a de données, plus il est intelligent et plus il va être précis, mais voilà, ça permet de auto-scaler de manière un peu plus intelligente. Parce que le but du jeu dans le scaling, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Pourquoi c'est tant un combat de scaler de la manière la plus efficace possible? C'est parce qu'on arrive à des besoins qui sont tels qu'aujourd'hui, ça a un impact financier complètement énorme, le scaling. On voit bien sur le schéma ici présent qu'on préfère payer 4 machines que 16, parce que c'est sûrement des très grosses machines qui hébergent des milliers d'utilisateurs. Le but du jeu, c'est de passer le plus de temps possible avec le moins de serveurs
possible. Parce que ça sert à rien de prescaler trop tôt, si jamais c'est une demi-heure à consommer un maximum de machines, bah, pour rien du tout. Et ce qu'on voudrait, c'est scaler au dernier moment, au moment le plus efficace, au moment où ça nous coûte moins cher. Avec l'argent limité, on fait toujours tourner la plateforme à 16 serveurs, et donc du coup, on n'est jamais embêté. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Assez intéressant, si vous avez l'occasion de le tester, je suis hyper curieux de savoir ce que ça a donné en commentaire. Alors on va passer à la 4e news, qui est en fait un outil qui rassemble plein d'outils open source. OSINT, c'est Open Source Intelligence. C'est une bibliothèque, en fait, de plein d'outils qui peuvent vous permettre, en fonction de votre besoin, sur des notions de hacking la plupart du temps, on peut retrouver des choses beaucoup plus communes, en fait. Par exemple, bah, si vous allez dans la géolocalisation, marqué géoloc, bon, bah, y a le lien vers Google Maps. Voilà, je pense que tout le monde ici connaît Google Maps. Donc il y a des outils beaucoup plus intéressants. Par exemple, si vous avez l'adresse IP de quelqu'un et vous voulez des informations complémentaires, vous avez IP adresse et dessus, bah, il y a des outils de géolocalisation, des outils pour se trouver sa propre IPv4, IPv6. Donc voilà, quand on clique dessus, on voit qu'il y a plein d'outils qui vous permettent de répondre à ça. Donc voilà, en rentrant IP. Moi, je suis à Marseille. Bon, pas du tout, mais admettons. Donc voilà, vous avez des outils qui vous permettent de trouver l'IP directement. Si vous avez une adresse mail aussi, vous pouvez essayer de voir si elle a été blacklistée. Avec un username aussi, vous pouvez retrouver des informations qui peuvent être intéressantes. Voilà, donc ça c'est une petite toolbox en fait qui pourrait peut-être vous servir. Il y a même des outils de trading, donc avec des petits jeux, puis voilà, des petits questionnaires, des choses pour s'auto-tester. Donc ça peut être intéressant. Pour la 5e news, on va voir Gitpod. Gitpod, c'est un site internet qui va vous permettre de créer un environnement de développement avec un IDE. Un IDE, c'est un outil qui vous permet donc de vous faciliter la vie pour développer, avec de la coloration syntaxique, avec des modules qui vont vous permettre de coder plus vite et plus efficacement, avec de la suggestion, etc. Et Gitpod va vous mettre à disposition un environnement de test. Donc si par exemple vous voulez coder sur juste un écran qui a accès à un seul navigateur, un téléphone ou autre, vous pouvez coder à travers juste un navigateur web. Donc du coup là on peut lancer un outil perso, tu vois. Donc là on voit qu'il démarre, donc il voit qu'il démarre un container. Donc ça c'est assez cool. Il me propose d'ouvrir directement sur mon PC, mais je suis pas trop chaud, je vais ouvrir dans le browser, le but c'est de tester un peu le browser. Donc voilà, c'est super cool, hein. Pour ceux qui connaissent, il nous ouvre Visual Studio Code. Donc là, c'est super intéressant. On voit quand même que c'est assez propre et c'est très proche de ce qu'on se connaît sur Visual Studio Code. Ah, donc là, il y a un petit souci de gestion de display, d'affichage de pixels. Il faut sélectionner pour qu'on voit mieux. Donc là, il y a un petit problème, mais peut-être parce que j'utilise Brave aussi, du coup, ça a peut-être un peu tout cassé. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc là, il m'a créé directement un workspace. Il m'a récupéré mon repo qui est public, c'est un Secret Santa fait en Rust, donc du coup, pour renseigner vos adresses mail et puis ça envoie un mail à tout le monde pour faire un Secret Santa sans que vous-même, qui êtes le créateur, soyez au courant de qui offre le cadeau à qui, donc vous pouvez faire partie de la liste. Donc c'est le petit truc qui était fait en Rust pour m'amuser. Mais on voit que la coloration syntaxique qui est là, c'est très proche, c'est quand même hyper... Bon, il y a un bon retour quand même, il y a peu de latence, je trouve. Bon, c'est pas aussi efficace, on voit qu'il y a un tout petit décalage, mais c'est propre, hein, c'est assez propre quand même. Enfin, ça prouve qu'on pourrait coder directement depuis un navigateur. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il a créé un fichier automatiquement qui s'appelle gitpod.yaml. Donc ça, c'est une suite, ça a l'air d'être une suite d'actions en fait qu'on peut initier. Et donc directement, si vous avez un .gitpod.yaml dans votre repository, vous pouvez dire démarre-moi un environnement de test, donc fais un cargo build, fais, va me télécharger telle dépendance, récupère-moi telle image Docker. Tiens d'ailleurs, vu que c'est une image Docker, on peut voir si on est capable de faire du DND, du Docker in Docker. Donc ça pourrait être pas mal. Donc je sais pas si on a accès à Docker. Apparemment on a accès à Docker, donc ça c'est cool. Donc ça c'est vachement... On peut pull des images, et ça pull des images au KLM, ça fait un Docker pull. Donc Docker run TI. Ouais, c'est incroyable. Donc on peut même lancer un petit mineur de crypto-monnaie, tiens, directement sur les serveurs de Gitpod. Non, trêve de plaisanterie, mais sinon on voit quand même que c'est hyper joli, que ça marche vraiment bien. On a l'air d'avoir quand même beaucoup de fonctionnalités qu'on a en local. Je sais pas si on a accès à tous les modules, mais il me semble que c'était déjà de l'Electron VS Code.
Du coup, recommandé, ouais, on peut même installer, les modules Rust Analyzer. C'est super intéressant, franchement. C'est top parce que ça veut dire que même avec une installation qui est rudimentaire et sur laquelle on n'a pas beaucoup de puissance ou alors on n'a pas, on peut pas démarrer un IDE complet. En fait, très rapidement, on peut lancer un environnement de développement et coder depuis une interface web, quoi. Donc c'est vraiment super. Ça montre que dans l'avenir, on n'aura plus du tout de tour et on n'aura plus que des navigateurs, en fait. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens sont en description et n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on parle d'autre chose, à me mettre des commentaires là-dessus. Je suis très friand de petits outils ou d'articles que j'ai pas vu passer. Abonnez-vous parce que c'est cool d'avoir des news, on aime bien avoir des news et ça fait toujours plaisir à toute la team. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao, bonsoir.